C'est l'année de la coopération. Une belle opportunité pour moi pour prendre un peu de recul, pour voir de où nous venons, où nous en sommes et surtout où nous voulons aller ensemble. Notre groupe s'est construit à partir d'une coopérative agricole, à partir de la terre où sont nos racines. Nous avons fait le choix de diversifier nos activités sur les métiers de la jardinerie, du machinisme agricole et du négoce agricole. C'est une bonne synthèse de ces enjeux, de ces défis passionnants auxquels vous êtes confrontés et que vous allez relever. On va voir surtout à quelles conditions. On a des choses à se dire, des informations à vous donner, des témoignages à entendre et aussi des pistes d'action à valider pour le fonctionnement à venir de votre organisation. On n'est pas juste là pour se dire la coopération c'est bien, la coopération c'est un modèle d'avenir. On est aussi là pour voir à quelles conditions votre organisation coopérative peut se muscler pour continuer à se développer et à croître puisque c'est votre option stratégique. Alors, vous savez, sur des sujets comme ceux-là, coopération, c'est une belle posture, c'est une vocation. Il est intéressant de voir ce qui se passe ici, chez vous, dans votre environnement proche, et il est aussi intéressant de voir ce qui se passe ailleurs, pour mieux comprendre justement nos problématiques et nos réalités à nous sur le terrain. On a le plaisir d'accueillir Éric Julien. Éric Julien, que vous avez peut-être déjà rencontré à la télévision en lisant ses bouquins, il y a quelques 25 ans, a rencontré des tribus indiennes en Colombie, les Kogis. Et on lui a demandé de venir nous témoigner de ce qu'il a observé, de ce qu'il comprend du fonctionnement de ces Indiens, parce que vous allez voir qu'il y a des modèles de coopération intéressants chez ces Indiens de Colombie. J'avais envie de vous dire que j'étais honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est qu'il est rare, lorsque je participe à des réunions de cette nature, que j'entende des acteurs parler à ce point et mettre à ce point en avant des valeurs de relations, de respect, de partage, etc. Donc merci de ça. La deuxième chose, c'est que personnellement, mon expérience, en consultant en entreprise entre autres, me fait dire aujourd'hui que ce que nous appelons la crise n'est sans doute pas une crise, mais sans doute, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, une nouvelle normalité à laquelle il va nous falloir faire face. Et que face à cette nouvelle normalité, le modèle, qui est peut-être le vôtre, coopératif, du coup, pourrait peut-être prendre une longueur d'avance, parce que la manière de faire ensemble que vous portez depuis de nombreuses années est sans doute une manière qui va être utile pour faire face à ce qui se présente. Voilà, en préalable, mon plaisir d'être parmi vous. Alors, ces Indiens Kogis, je les ai rencontrés il y a 25 ans, suite à un accident en montagne. Nous sommes au nord de la Colombie, dans la Sierra Nevada de Santa Marta. J'ai eu un œdème pulmonaire, c'est-à-dire de l'eau dans les poumons en faisant les sommets de cette montagne. Il n'y a pas de douleur physique, mais on est un petit paquet par terre, on ne peut plus bouger. Et j'ai eu la chance que ces hommes et ces femmes, que nous désignons souvent par les termes de sauvages, archaïques, primitifs, sous-développés, me sauvent la vie. Et donc je me suis engagé auprès d'eux pour collecter des fonds, pour racheter des terres et leur rendre leurs terres. Aujourd'hui, on leur a rendu à peu près 2000 hectares de terre. Voilà pour l'histoire sur comment je les ai rencontrés. Qui sont-ils? Vous allez me dire, et vous l'avez évoqué, quel rapport finalement entre ces Indiens Kogis à 12 heures d'avion de la France, visiblement très loin. Ils habitent dans une montagne, ils sont évidemment habillés différemment de nous, ils n'ont pas les cravates, ils n'ont pas les costumes. Ils paraissent très différents. Et pourtant, ils sont comme vous. Ils aiment, ils pleurent, ils vivent, ils prennent des décisions, ils gèrent des projets, ils ont des conflits, ils ont de l'espoir, ils doivent faire face à des difficultés. Finalement, avant d'être des Kogis et des coopérateurs de la région Nord, nous sommes tous humains,
c'est peut-être bête de le rappeler, donc tous confrontés aux mêmes difficultés. Là où c'est peut-être intéressant, c'est que dans la manière de faire face à ces difficultés, sans doute sont-ils extrêmement coopérateurs, sans doute savent-ils faire le métier et les pratiques que vous faites depuis quelques années, quelques dizaines d'années, de manière extrêmement efficiente. Alors, on va revenir sur ces pratiques de coopérateurs. Vous avez déjà, dans votre introduction, beaucoup parlé de valeurs humaines. En quoi ces valeurs humaines portent cette tribu qui est toujours debout, vivante aujourd'hui? Et puis, essayez ensuite de nous donner 2-3 principes de coopération qu'ils exercent, qu'ils pratiquent au quotidien. C'est une société qui vit encore extrêmement en lien avec le vivant et la nature. Contrairement à ce qu'on pense, la nature n'est pas que compétition. Dans des écosystèmes, elle développe, bien sûr qu'elle ne verbalise pas, la nature, des valeurs de coopération, de faire ensemble. Il y a un exemple que j'avais évoqué hier avec certaines personnes de votre coopérative sur comment les baleines à bosse coopèrent entre elles pour chasser le krill. Le krill est une petite crevette dont elles se nourrissent. Elles se mettent à 15-20, elles se parlent, je ne sais pas comment, les baleines, pour se mettre autour du krill, pour coopérer ensemble, pour attraper leur nourriture. Donc la nature porte des exemples de coopération. Donc ces valeurs de coopération que porte cette société leur a permis de traverser 4000 ans d'histoire et d'arriver jusqu'à nous en portant leur histoire singulière. Quand on se dit qu'une société qui est confrontée à toutes les menaces qu'on peut imaginer en Amérique du Sud, grâce à ces valeurs de coopération, arrive jusqu'à nous, il y a donc dans la pratique de ces valeurs quelque chose qui permet sans doute de faire face à de nombreux défis. Votre exemple sur les baleines, votre connaissance aussi des corgis montre que la mise en mode coopératif d'une communauté répond souvent à un instinct de survie. C'est vital au départ de créer sa coopérative, sa coopération. Vous l'avez observé, ça? C'est peut-être bien là que se situe l'une de vos questions clés, je ne sais pas. En tout cas, celle des corgis, c'est incontestable. On se rend compte à travers l'histoire que tous les systèmes coopératifs se mettent en place dans des enjeux de contraintes. Si je prends rapidement les mutuelles, puisqu'on est dans le Nord, c'est pas tout à fait une coopérative, mais il y a des modalités proches. On est au fond d'une galerie, il y a 10 mineurs. L'effort est difficile, le risque est là, l'enjeu est fort. Donc s'il y a un coup de grisou, s'il y a 2 camarades qui restent en dessous, les 8 survivants, ils sortaient, ils mutualisaient l'enterrement, ils mutualisaient le soutien des veuves et des orphelins. Et c'est comme ça que sont nées les mutuelles par métier. Donc vous avez raison de rappeler qu'à chaque fois qu'il y a création de systèmes de coopération basés sur des valeurs fortes, c'est face à un enjeu vécu par les acteurs. La question, c'est lorsque cet enjeu s'échappe, devient volatile parce que les gens ne l'ont plus vécu, on se retrouve avec des valeurs qui peuvent être vides de sens. Et là, ça provoque l'effet inverse. Rappelez-vous, sur nos mairies, sur nos écoles, il y a marqué liberté, égalité, fraternité, qui sont de belles valeurs. Or, aujourd'hui, elles provoquent 2 réactions. Au mieux, le sourire, au pire, l'indifférence, voire la rancœur, puisqu'elles ne sont pas, ou plus toujours, habitées par des pratiques. Je ne sais pas si cette... Donc, si on s'échappe ou si on s'éloigne de l'événement fondateur qui a amené des hommes et des femmes à se mettre en mouvement sur des pratiques de solidarité et de coopération, si on s'en éloigne, le risque est d'avoir une coquille vide qui finalement provoque plus de désamour ou de rancœur que d'adhésion, puisqu'elle ne porte plus les pratiques qui l'ont fondée. Donc les corgis passent un temps, les Indiens que nous venons d'entrevoir, passent un temps énorme, très important, à faire vivre ces valeurs. Tous les ans, ils les réinterrogent, ils les adaptent, parce que c'est peut-être pas tout à fait les mêmes valeurs au cours du temps, et ils se disent finalement quelles sont les pratiques, pas seulement les valeurs, qui nous permettent de dire que nous vivons ensemble nos valeurs. Alors, on va regarder 3 choses avec nos invités. Tout d'abord, revenir, et on a commencé à l'explorer, sur les fondamentaux du modèle coopératif. Voir ensuite, dans un deuxième temps, quelles sont les forces et les faiblesses. On a entendu parler de forces, vos réalités portent certainement, et je l'espère pour vous, également des faiblesses. Et puis, dans un troisième temps, quels sont les grands défis finalement, un peu votre feuille de route de coopérateurs pour la suite de l'action de vos organisations. Alors, Luc, vous, dites-nous ce que vous apporte en plus, en valeur ajoutée, ce fonctionnement coopératif, parce que vous faites partie de ceux qui mouillent la chemise. Oui, on mouille la chemise, on y passe du temps, mais on ne fait que remplir les engagements qu'on a par rapport à nos adhérents qui nous ont élus pour être au sein du conseil d'administration. Oui. Quels sont-ils? Alors, la coopérative, c'est notre outil à nous. Et puis, je dirais,
De la part des adhérents, nous avons le rôle de faire évoluer, d'adapter, d'améliorer le fonctionnement de cette coopérative pour que demain, je dirais, de génération en génération, les agriculteurs qui s'installent peuvent profiter de cet outil que nous avons collectivement créé. La preuve, les adhérents qui nous regardent ou ceux qui sont dans la salle, quand on rentre dans notre vie professionnelle, la part sociale vaut 2 €. Le jour où on sort et qu'on transmet à un de nos enfants, on fait pas la elle vaut culbute. toujours 2 €. Ouais. C'est uniquement un outil qui est là pour pouvoir permettre de faire fonctionner notre exploitation personnelle et puis collectivement en profiter. Armel Le Saffre, vous représentez les jeunes adhérents. Expliquez-nous, parce que le conseil d'administration, c'est peut-être là l'un des espaces de confiance. Qu'est-ce que vous y faites ? Voilà, tout à fait. Comme disait tout à l'heure Eric, un espace de confiance. En intégrant le conseil d'administration, je me suis aperçu que les réunions de conseil, c'est un peu un espace de confiance. C'est-à-dire qu'on débat, on discute, c'est un vrai lieu d'échange. Il y a des prises de décision qui sont faites à chaque réunion. Tous les dossiers sont évoqués. C'est-à-dire qu'aussi bien les dossiers concernant le groupe que la coopérative sont évoqués en conseil d'administration. Ils sont proposés par le bureau et c'est quand même le conseil qui valide ou qui refuse les décisions, quoi. Tous les ans, on a un séminaire annuel avec les cadres dirigeants. C'est un moment très important du fonctionnement de la coopérative et du groupe, puisque en fait, on se réunit pendant 2-3 jours tous ensemble, on discute des décisions à prendre dans l'année, tout en affinant la stratégie de la coopérative qui, elle, est établie sur plusieurs années, quoi. Une coopération n'a de sens que si on se donne les instances où on coopère concrètement. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, personnellement, de vous engager ? Je dirais que m'engager, c'est donner pour recevoir. Donner pour recevoir, c'est-à-dire que je passe du temps au sein de la coopérative, mais je m'enrichis en tant qu'homme. Je gagne du temps déjà dans mon travail, et après, je m'aperçois que ça m'a fait prendre des consciences au niveau de l'être humain. Très directement, ça vous aide dans votre boulot ? Oui, c'est-à-dire que ça m'a quand même permis de replacer l'être humain au sein de mon exploitation, puisque je suis parti d'un GAEC, et au sein de ma CUMA, puisque j'adhère également à une CUMA, donc il y a un fonctionnement, il y a des échanges, et ça m'a permis de repositionner l'être humain au sein de ce système. Il n'y a pas que le financier, quoi. Est-ce que la notion d'équité fait aussi partie des principes de la coopération ? Tout à fait. Dans ce que vous vivez, hein ? Tout à fait, parce que l'équité, c'est quand même une valeur forte de la coopérative. C'est-à-dire que quand je prends une décision au sein du conseil d'administration, on a toujours en tête cette valeur d'équité. Est-ce que ça va bénéficier aussi bien à un agriculteur de la même manière qui se situe à Maubeuge ou à Boulogne ? Donc c'est-à-dire que tous les agriculteurs adhérents doivent être représentés de la même manière et ça doit avoir la même incidence sur n'importe quel autre lieu du territoire. On a le grand plaisir d'accueillir André Coupet. André Coupet, franco-québécois. Vous revenez, dans le cadre de cette année internationale de la coopération, d'un congrès international qui s'est justement tenu à Québec. Qu'est-ce qui se dit ? Et que représente aujourd'hui la coopération sur la planète ? Nous étions 3000 de 94 pays différents, 3000 personnes qui ont débattu et qui donc se sont quelque part redécouverts ou découverts, parce qu'elles s'ignorent, ces grandes coopératives, et elles ignorent, toutes ces coopératives, leur puissance. La puissance économique des coopératives, regardez, c'est 1 milliard de clients ou sociétaires dans le monde. Sur 7 milliards, c'est quand même extraordinaire. C'est la 9e économie du monde si on ne fait que cumuler les 300 plus grandes coopératives. C'est une économie, celle des coopératives, qui va, bon an mal an, au même rythme de croissance que le reste de l'économie capitaliste, etc. Donc pas de sujet à cet égard, et même les coopératives agroalimentaires vont un point plus vite que les entreprises capitalistes de leur secteur. Donc c'est un point remarquable. Deuxième constat, les coopératives sont isolées. Vous êtes ici dans le nord de la France, c'est très très bien, mais vous ne faites pas partie d'un grand organisme international à qui vous transmettriez de l'information, échanger des bonnes pratiques. Échanger des bonnes pratiques, peut-être apporter des fonds à un organisme international. Moi, je rêve d'un FMI des coopératives qui pourrait soutenir des grandes initiatives internationales au niveau des coopératives. Voilà un beau dessin. Troisième grand constat de ces 3 ou 4 journées de débat, c'est que toutes les coopératives en ce moment redécouvrent leurs racines. Elles redécouvrent leur philosophie, leur raison d'être, évidemment dans un monde en désarroi,
dans un monde qui est fait d'entreprises qui ont été construites sur un modèle qui s'épuise et qui nous épuise, puisque, vous le savez, notre modèle est essoufflé à courir après des rendements de 10, 12, 15% trimestre après trimestre, alors qu'on a, bon an, mal an, et ce pour les 10 prochaines années dans les pays de l'OCDE, une croissance entre 0,5 et 1%. Donc il y a un problème entre ces deux chiffres qui fait qu'on va dans le mur. Donc les coopératives se sentent investies d'une alternative à ce modèle en bout de course. Anne van den Bosch, privilégier le long terme plutôt que le court terme, comment ça se traduit dans votre quotidien? Vous êtes agricultrice à Bucquois, membre de ce conseil d'administration. UNEAL, c'est une coopérative agricole, ce n'est pas une association caritative. Nous, en tant qu'adhérents, on a besoin que la coopérative soit bien gérée, on a besoin qu'elle soit compétitive pour continuer à y trouver notre intérêt et pour que ça ait du sens. En même temps, une fois que j'ai dit ça, l'objectif principal, ce n'est pas de faire du profit. L'objectif, ce n'est pas de faire de la vente à tout prix pour avoir un chiffre d'affaires à la hausse et un beau compte de résultats à la fin de l'exercice comptable. L'objectif principal, c'est de satisfaire l'intérêt des adhérents. Alors, il y a des cas concrets qu'on peut citer. Je pense qu'il y en a un qui est parfaitement actuel en ce moment. Il a été évoqué les stations de semences qu'on a au sein de la coopérative UNEAL. Ce sont des stations qui font des semences de blé, des semences d'orge de printemps, par exemple, à destination des adhérents de la coopérative et puis aussi à la destination de tiers par l'intermédiaire de Semences de France. Cette année, on est très sollicité pour vendre des semences d'orge de printemps. Et on ne vend pas tout ce qu'on pourrait. Alors ça a un sens. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que les conditions climatiques qu'on a eues dans le Nord-Pas-de-Calais ont été déplorables pendant tout l'automne et même encore aujourd'hui, ça reste compliqué pour bon nombre d'entre nous. Il faut savoir, il y a des agriculteurs dans le nord de la région qui n'ont pas encore semé un grain de blé. Et puis il y en a qui ont semé des blés dans de mauvaises conditions, il a replu dessus. Aujourd'hui, on regarde nos parcelles et on se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je le laisse pas? Ça va passer l'hiver? J'ai un potentiel de combien de quintaux là-dedans? Donc ces agriculteurs-là, qui ont soit pas semé du tout, sont mal semés. Ils vont peut-être revenir vers la coopérative dans quelques semaines en disant, bon, bah, c'est bien, mais moi aujourd'hui, j'ai besoin de semences d'orge de printemps. Donc aujourd'hui, la coopérative, qu'est-ce qu'elle fait? Elle anticipe ça. Elle garde des stocks de semences d'orge de printemps et elle se dit, peut-être qu'on en aura besoin, et puis peut-être pas. On prend le risque de ne pas vendre. Et ça, je pense que c'est d'abord un cas concret, c'est une force très importante et ça a du sens. On a dit ce mot-là tout à l'heure, on garde des stocks, on ne vend pas, mais ça a du sens. Et un sens et une force solidaire. Alors, Philippe Deninck, on m'a dit que vous n'arrêtiez pas là chez UNEAL, vous êtes impliqué dans plusieurs instances de cette coopérative et vous avez eu l'opportunité de vous former. Je suis rentré au bureau de la coopérative il y a 1 an et il me semblait utile d'avoir une formation. Alors c'est quoi cette formation? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Disons que la coopérative propose aux administrateurs des formations. Il y a Sylvain, il y a Armel qui font une formation renfort. Il y a Anne et moi qui suivons une formation Sénèque. Donc comme je vous l'ai dit, l'agriculture de groupe, ça c'est mon fondement. Mais il faut bien comprendre le monde dans lequel nous évoluons pour prendre les bonnes décisions. Vous avez appris quoi concrètement? On a eu un retour, une petite piqûre de rappel sur l'économie, sur les grands équilibres. C'est utile. Sur les stratégies d'entreprise et puis aussi sur les fondamentaux de la coopérative, quoi. Donc c'est vrai que l'adhérent, il peut se dire et moi. Et je crois qu'il y a des défis aussi à relever sur le terrain. Si on peut être plus engagé sur le terrain, pourquoi pas porter le modèle coopératif justement dans les écoles de nos territoires. François Massé, bienvenue, directeur général du Crédit Agricole Nord-de-France. La Fédération nationale de Crédit Agricole a organisé son assemblée générale à Bruxelles sur le thème de la coopération. Avez-vous un commentaire? J'en ai plusieurs. Allez-y. D'abord, le premier, je pense que je vais oser employer un terme qui va peut-être choquer, mais le coopérateur est un usufruitier. Et je pense qu'on ne l'a jamais employé à aucun moment. On a parlé de durée, d'inscription dans le temps, on a parlé de performance de l'outil, on a parlé de transmission intergénérationnelle, mais l'outil, quelque part, il appartient à personne. Il appartient justement à la collectivité, puisque les réserves, elles n'appartiennent à personne. Le capital social, certes, il appartient aux adhérents, mais on a vu la part du capital social dans les fonds propres tout à l'heure.
Et on connaît aussi la difficulté, n'en déplaise à M. Coupé, de mobiliser des capitaux pour investir dans le monde coopératif. Et donc je crois que quand on conjugue les deux, je vais encore employer un terme qui va choquer, mais le capimutualisme, ça existe, on l'a vérifié tout à l'heure. Si le groupe Unéal a investi dans la jardinerie, c'est pas par hasard. Et j'ai trouvé d'ailleurs que l'analyse du président Hernu est tout à fait judicieuse. À un moment donné, on s'est posé la question à qui appartenait la valeur ajoutée. Alors c'est en 87, c'est un peu avant. Qu'est-ce qui est le plus valorisant dans le produit? C'est le dernier étage, c'est juste avant la vente. Et je pense que cette démarche à un moment donné, de vouloir s'approprier une partie de la distribution rentre dans cette logique. Et cette logique, finalement, elle est complémentaire de la production. Parce que quelque part, les dividendes de la holding, ils reviennent bien à la maison mère. Et donc, ils reviennent bien quelque part conforter la structure de la maison mère, c'est-à-dire la coopérative. Mais je voudrais avoir, par rapport à ce que vous venez de dire, l'avis d'Anne Vandenbosch. Une certitude qui est vraiment ancrée dans chacun de nous, c'est que la force d'une coopérative, ce sont les hommes. Ce sont les hommes et les femmes, mais ce sont plus exactement les liens entre les hommes. Et c'est là où ça se complique, parce que les liens, c'est pas quelque chose qui se décrète, c'est pas quelque chose qui est acquis une bonne fois pour toutes. Il ne faut pas 3-4 parpaings et un peu de ciment pour avoir du lien comme ça qui serait là, on va dire ad vitam aeternam, pardon le jeu de mots. Les liens, c'est quelque chose qui se construit, qui se travaille. Et ça, au sein d'Unéal, je pense qu'on l'a tous vécu, en particulier au moment de la fusion, parce qu'Unéal, c'est le résultat de fusion de plusieurs coopératives. Et pendant une paire d'années, ça a été quand même assez compliqué, parce que le lien entre les hommes, justement, il s'était distendu, il s'était détérioré, et même dans certains cas, il s'était rompu. Donc quand on a fait, d'abord ça ne nous convenait pas du tout, au sein du conseil d'administration, et en particulier en 2008, quand on a fait un projet d'entreprise, ça a été un axe fondamental de travail, de retravailler sur ce lien pour qu'on n'ait pas d'un côté la coopérative et de l'autre les adhérents. Alors, Bertrand Hernu, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Comment vous allez les inviter à rentrer dans la danse, à mieux participer? Vous en êtes à combien, je ne sais pas si on peut les qualifier comme ça, d'adhérents actifs, acteurs? On vient de terminer nos assemblées de section, donc nous touchons également 10% des adhérents qui travaillent avec la coopérative, qui participent à l'assemblée, leur assemblée de section, leur assemblée de territoire. Alors j'ai fouillé un petit peu dans les archives et je me suis dit, mais comment se fait-il que nous n'avions que 10%? Alors, vous le savez très bien, l'histoire d'Unéal et l'histoire de notre groupe, c'est une longue histoire. Et je vois quand même que les années où on avait le plus de participants à nos assemblées, c'était les années où c'était compliqué. Compliqué sur notre métier d'agriculteur et compliqué aussi dans la création de notre groupe. Parce que vous le savez très bien, notre groupe s'est construit, notre coopérative, nous avons été de l'avant, mais nous avons pris des décisions importantes dans le passé. Il faut des chaos pour se rassembler. Oui, je pense que malheureusement, nous avons eu plus de participation au début des années 2002, 2003, 2004, et aujourd'hui on est retourné sur des 10%. Ceci étant dit, je vois des belles perspectives arriver, c'est ce qui m'intéresse quand même. Demain, on ne souhaite pas le chaos pour avoir plus de monde, rassurez-vous, on n'est pas à ce point-là quand même. Mais demain, je reste convaincu que nous, les agriculteurs, les perspectives sont intéressantes, les défis sont très intéressants. Par contre, ça va changer. Notre métier, notre comportement d'agriculteur va changer demain. Et vous savez très bien que dans ces périodes de changement, il ne faut pas y aller seul, il faut y aller en équipe. Et on est convaincu que l'équipe d'Unéal, avec les collaborateurs, les élus, les adhérents, cette équipe peut vraiment donner une dynamique pour réussir ce changement. Ce changement qui soit clair. Demain, oui, 9 milliards d'habitants en 2050, il va falloir produire plus. Oui, il va falloir produire plus, mais produire mieux également. C'est-à-dire qu'on va devoir améliorer nos façons de faire par rapport à de la production en prenant un peu plus en compte les notions d'écologie. Louis Guillemont, qu'est-ce que vous retenez de ces échanges-là passionnants? Alors, excusez-moi, je vais parler de moi. Bon, j'arrive, chacun le sait, à la fin d'un parcours professionnel. Et quand j'ai démarré, il y a quelques trentaines d'années, on m'a appris ce qu'était la coopération. Ceux qui me l'ont appris l'avaient eux-mêmes appris. Et ils l'avaient appris généralement de responsables syndicaux, de responsables de mouvements catholiques, d'action catholique. Et on m'a appris ce qu'étaient les valeurs, la gouvernance, les règles du jeu de la coopération. Et quand j'ai commencé, je pense que les organisations coopératives et mutualistes fonctionnaient sur la lancée de cette histoire et
elles étaient encore très proches de leurs racines. Et puis, les 30 Glorieuses sont arrivées. On a fait du business. Et nos assemblées générales, mes chers amis, quand on y regarde bien, elles portaient sur quoi? Sur des projets techniques, commerciaux, financiers. Mais je n'ai pas de souvenir, depuis au moins 20 ans, qu'une assemblée générale se soit focalisée sur le sujet que nous avons choisi aujourd'hui. Et on ne le faisait pas, et je crois qu'il faut qu'on en prenne conscience, parce qu'aussi, nous pensions que la coopération, c'était ringard. Et si on n'en parlait pas, c'est parce qu'on n'osait pas en parler. Et puis, depuis quelques années, ce qu'on appelle la crise nous surprend tous, et nous sommes tous à la recherche de sens. Et c'est aussi pour ça que nous avons décidé, les dirigeants de la coopérative ont décidé de choisir ce thème. Je pense que c'est un début. On est reparti vers quelque chose, et surtout, ne nous arrêtons pas. On n'a fait qu'un premier pas. On a encore beaucoup de choses à se dire, à s'apprendre et à réaliser sur le thème de la coopération. Notre modèle est basé sur les valeurs de la coopération. Ces valeurs sont l'engagement, la responsabilité, la solidarité, la transparence et surtout le développement humain.